Oui, retrouver la valeur de la singularité, c'est très souvent, finalement, essayer de déstructurer toutes les formes d'universel. Alors moi, la façon dont j'ai lu notamment Mille Plateaux, que je tiens pour un livre de philosophie politique extrêmement important, c'est finalement la critique philosophique de deux concepts qui sont souvent liés, celui d'universel et toutes ses manifestations, et sans doute aussi celui d'identité, puisque finalement dans la création du processus de subjectivation, cette subjectivité nouvelle, elle est plurielle, elle ne se laisse pas saisir par une identité. Et la question que je me suis posée, c'est comment vous arriviez à raccorder finalement cette dimension philosophique. Je cite très souvent, notamment devant des étudiants, ce début de Mille Plateaux que je trouve superbe. Quand vous écrivez avec Deleuze, nous avons écrit Mille Plateaux à deux, et comme chacun de nous était en plusieurs, ça faisait beaucoup de monde, donc chacun est pluriel. Avec le travail du psychanalyste, ou d'un certain point de vue, il s'agit bien d'aider l'autre à reconstruire une identité fêlée, scindée, à reconstruire finalement la capacité à être soi. Alors est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de tension dans votre travail entre, je dirais, le pôle pratique, thérapeutique, analytique, et puis le pôle philosophique ? Reconstruire, rebâtir, redeler, enfin toutes ces expressions ne conviennent pas beaucoup. Je veux dire que dans la prolongation de ce que je disais précédemment, les individus et les collectivités humaines sont engagés dans une telle course au désastre, à la perte de toute capacité de se cadrer dans des territoires existentiels, que c'est dans ce mouvement même de fuite en avant, de reprise de soi-même, de processus, qu'on peut trouver quelque chose qui n'est pas une identité, qui n'est pas l'adéquation à des universaux, mais qui est simplement le fait qu'en cours de route, en cours de mouvement, dans la chute même, on se rattrape et on se construit une temporalité possible, on se construit des objets, on s'invente un monde, exactement comme un artiste produit un monde qui lui est spécifique. Donc je crois qu'à chaque fois qu'on se raccroche aux universaux, par exemple aux universaux psychologiques, aux universaux de la psychologie ou aux universaux de la linguistique, à chaque fois qu'on se fixe comme objectif une identité, on perd quelque chose d'essentiel qui est le devenir. Le devenir, avec le risque que le devenir s'effondre, avec le risque qu'on ne peut jamais cacher, c'est qu'on se trouve devant une échéance toujours très proche, à fleur de peau, qui est celle de la catastrophe schizophrénique, qui est celle de l'angoisse totale, qui est celle du démantèlement de cette subjectivité. Alors, on peut se dire, oui, mais non, j'ai toutes sortes de protections, de garanties du moi, etc. Il faudrait parler de la critique des théories du moi à la lumière de l'éthologie humaine aujourd'hui, telle qu'elle montre que la multiplicité du moi, qui ne se présente pas du tout comme système de défense par rapport au conflit, eh bien, on est toujours proche, on est toujours là, à la limite de se casser la gueule, et puis c'est dans ce retournement, dans cette pirouette, dans ce tour de force, que aujourd'hui, l'individu comme l'humanité peut se reprendre. Félix Guattari, critique des universaux, déterritorialisation, ligne de fuite pour l'individu. Je tire tout ça de Mille Plateaux. Est-ce que finalement ces mouvements perpétuels, ces déplacements perpétuels ne conduisent pas à s'interroger sur, vous dites, le moi ça ne suffit pas pour savoir ce qui nous tient, sur ce qui structure le moi, ce qui structure l'individu et la manière dont on hérite du passé. Tout le temps en lisant Mille Plateaux, moi j'avais en tête la question de la transmission du passé. Est-ce que le passé ne se transmet pas finalement à travers des grilles universelles, des perceptions de la réalité organisées, pensées, construites à travers ces universaux? Alors, il faut les détruire pour essayer soi-même de trouver, au fond, son mode d'être, son mode de, si je vous ai bien compris, si je vous ai bien lu, son mode, au fond, de perception de la réalité, son mode de compréhension du monde. Mais en même temps, est-ce qu'on a besoin que se maintiennent envers et malgré tout ces lignes
essentielles transmises par l'histoire de la philosophie, transmises par l'histoire de la pensée, tout simplement. Et de les articuler avec ce mouvement dont vous parlez. Pour sortir un peu de la philosophie, pour aborder un domaine plus politique, on voit bien l'effondrement non seulement du marxisme, mais des pratiques du socialisme réel, etc. Quel est le poids, le prix du passé des théories qui ont inspiré ces pratiques? Il est grand, puisqu'il permet de mesurer en effet l'écart, il permet de mesurer à quel point les espoirs mis dans une certaine représentation du monde pouvaient mener à des catastrophes. Je pense, comme Sartre, que le passé, il n'existe que dans la mesure où il est recréé, réinventé, repris. Mais que comme tel, il peut être que source d'illusions. Les historiens donnent des visions du monde qui sont les visions du monde de ces historiens dans une période actuelle, aujourd'hui en œuvre. La perspective généalogique de Foucault à cet égard est très intéressante, puisqu'il faisait pas exactement de l'histoire, mais il reprenait des éléments d'archives, des éléments du passé, pour recomposer quelque chose qui nous jetait littéralement sur les situations actuelles. Enfin, quand même, pertinence d'une certaine façon du passé, dans la mesure où, pour penser, on a besoin de s'appuyer sur un patrimoine philosophique, et qu'en fait, pour lire Deleuze et Guattari, est-ce qu'il ne faut pas déjà avoir lu Marx, Freud, Darwin et Foucault, Lacan? Non, franchement, je ne pense pas. Alors, on peut commencer comme ça, avec Deleuze et Guattari, la philosophie. Franchement, on peut commencer la philosophie comme ça, sans structuration? Mais non, mais paysage. Vous avez des objets qui circulent, qui ont été traduits dans différents pays. Eh bien, vous pouvez aussi bien commencer à réfléchir. Ça peut être une introduction à Hegel ou à Platon. Vous pouvez commencer par ce que vous voulez. L'important, c'est de savoir si certaines phrases, certains énoncés vous induisent à penser, vous emmènent même éventuellement une rêverie, dans une perspective de... Ce que je voudrais vous faire dire, c'est qu'il y a peut-être une fausse destruction des références philosophiques dans vos livres. Et finalement, un mouvement très intéressant, passionnant, mais qui s'appuie bien évidemment sur ce qui a été construit, contrairement à ce qui est affirmé dans le livre. Je vais vous prendre un exemple dans un autre domaine. Oui, je vous en prie. Ouais, je vous en prie, prenez votre exemple, parce que moi j'ai une question. Les Freudiens ont longtemps raisonné en pensant que les névroses, les symptômes, les formations psychopathologiques actuelles devaient se référer à des points, à des fixations dans le tout premier âge, entre 0 et 3 ans, quelque chose comme ça. Et puis d'autres théoriciens aujourd'hui montrent que, effectivement, ces fixations passées, elles existent comme origination de quelque chose, mais pas forcément sur un mode causal. C'est pas parce que vous aurez une référence anale, par exemple, parler de l'origine infantile. seulement comme mode causal. Pourquoi parler de l'origine exclusivement comme mode causal? Parce que les Freudiens en ont parlé comme ça. D'accord, enfin on veut parler de l'origine, pas sous le mode causal, mais sous le mode de fécondation d'une pensée. L'origine, la philosophie, les philosophies qui précèdent peuvent féconder des pensées. Je ne suis pas contre les philosophies qui précèdent. Non, mais vous me poussez dans des retranchements étranges. Non, mais je vais essayer de trouver une voie de sortie. Hein. C'est pas la question que j'ai posée, mais je la pose par rapport à ce qui vient de se dire. Est-ce que, alors, vous avez une sensibilité pour Aristote et l'antéléchie, c'est-à-dire ce mouvement qui part comme ça, le petit coup de pied qui lance quelque chose, un mouvement? Oui, si vous voulez, oui. Ça correspond un petit peu à... Oui. Bien, donc moi j'ai situé donc par rapport à Aristote votre principe du mouvement. Alors la question que je voulais vous poser, c'est la suivante. Si en quelque sorte l'homme apparaît comme ça dans une histoire à un moment donné, auteur de sa vie, de son existence et de son projet, comment arriver à gérer les désirs de pouvoir que chaque homme, à juste titre, pourrait pour lui-même revendiquer? Parce que finalement, si chacun est l'auteur de sa propre personne, comment arriver à créer un ordre social, une paix entre les gens par rapport à une finalité sociale malgré tout? Les finalités sociales, les rapports de pouvoir, ils existent à un certain niveau, avec des contraintes, avec des coefficients de réalité.
La question qu'on peut se poser, c'est comment justement faire qu'à travers ces différentes stratifications du réel, économique, social, culturel, comment est-ce qu'on peut trouver des moyens de reprise, des moyens de créer la subjectivité comme agencement collectif ou comme subjectivité individuée sur un mode qui ne soit pas celui, disons, du sérialisme, pour reprendre une vieille expression de Jean-Paul Sartre. Alors, c'est surtout ça, la question. Mais il ne s'agit pas de nier ce que sont les formations de pouvoir. On est dedans jusqu'au cou. Et avec le postmodernisme, on a vu même le spectre d'une perspective qui consistait à purement et simplement refuser l'idée même de pratique. L'idée de pratique de soi, l'idée de pratique esthétique, l'idée de pratique sociale, et qu'il n'y avait qu'à s'en remettre purement simplement à l'état des choses, au marché par exemple, comme le marché de l'art. Parce que vous avez mis en parenthèse totalement tout ce qui est transcendance, tout ce qui est valeur transcendante, il n'y a pas de tradition, n'existe pas.